Voilà. Toutes les villes ne sont pas des cités, et les cités n'ont pas toutes vu le jour, loin s'en faut. Si l'on donne à la cité sa résonance antique, autrement dit ses lettres de noblesse politique, eh bien, ces deux notions divergent. On peut même les opposer en les rapportant au temps. Ancienne ou pas, la ville est un agrégat d'hétérogénéité plus ou moins agencée. En revanche, si l'on suit Aristote, la cité est un modèle, je cite, de communauté de vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique. Fin de citation. Elle représente donc une manière hautement concertée d'être et d'agir ensemble, qui est fondée sur des principes intemporels, c'est-à-dire sur des vertus et des ordres politiques qui sont justes, qui se veulent justes. Ces idéalités sont supposées assurer aux individus le bonheur et à la collectivité, à la cité, unité et autonomie. En ce sens, il n'y a pas, en ce début du XXIe siècle, de police ou de civitas qui soit digne de ces noms. Il est devenu trivial aujourd'hui de déplorer l'absence de vision émancipatrice et de méta-récits politiques. Alors que la condition urbaine s'est mondialisée et que diverses métropoles ont gagné en autorité, la cité comme projet politique manque. La cité manque. Il existe bien sûr des petites communautés qui esquissent de nouvelles formes de citoyenneté. Quelqu'un a parlé de la ZAD tout à l'heure. Il y a eu le mouvement des places. Et on connaît tous des collectifs qui se mobilisent provisoirement autour d'une cause contre le dérèglement climatique, par exemple. Ces rassemblements, pour si prometteurs qu'ils soient, restent néanmoins circonscrits, expérimentaux, limités. On chercherait en vain une construction qui soit, sinon harmonieuse, consistante, et qui soit ouverte sur le futur. Il n'existe que des définitions négatives de la cité à partir de ce qui doit être combattu, la précarité, la pollution, le terrorisme, ou par opposition à l'ordre autoritaire et archaïsant des populistes, cités islamistes, cités hindouistes, etc. Dans l'ensemble, les citoyens sont captifs d'un même système qui universalise la forme marchandise et de l'actualité médiatique, le tout au moyen des technologies nouvelles. Mais alors que la mondialité, ou pour mieux dire le capitalocène qui caractérise notre époque, alors qu'il tendrait vers l'homogénéité, force est de constater au contraire un clivage à partir d'une discordance des temps. Tout se passe comme si on n'occupait pas le même fuseau historique et qu'on vivait des régimes temporels opposés. L'écart, on l'a vu là à l'instant, l'écart ne procède plus seulement des classes sociales, des régimes politiques, des niveaux de développement ou des cultures, mais du sentiment diffus qu'au tranchant de ce siècle, qui est en train de gagner sa singularité historique et qui va s'accélérant, eh bien, on vit une contemporanéité qui est heurtée, on vit des temps inconciliables, on vit une époque dyschronique. La dyschronie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la coïncidence problématique dans un même lieu et un même moment historique de deux visions du monde antinomiques. Il ne s'agit donc pas, si vous voulez, du déphasage entre plusieurs temps, comme on le vit à l'ordinaire lorsqu'on se rapporte au passé. Le trouble dyschronique résulte essentiellement du rapport qu'on entretient avec la modernité. La modernité, ce vocable que résumerait la puissance de rationalisation ou la capacité de rupture. L'ébranlement existentiel, et j'insiste sur existentiel,
que la modernité provoque déstabilise et divise les sujets individuels et collectifs. Il ne s'agit pas tant d'une donnée qui soit objectivable, telle qu'une computation économique ou qu'un chiffrage sociologique. C'est plutôt un ressenti qui affecte chaque sujet d'une manière ou d'une autre, mais qui n'est jamais nommé, n'est jamais reconnu. Ce mal de l'époque, comme on dirait un mal du pays, suscite chez certains comme un sentiment d'exil chez soi. Et ce trouble est d'autant plus sensible lorsqu'il est accompagné d'un sentiment d'exclusion, d'un sentiment de dépossession. Cela nourrit le ressentiment et cela sépare ceux qui s'adaptent des autres, quel que soit leur nom. Il y a ceux qui survivent à la mutation en cours et ceux qui se sentent tenus à l'écart, abandonnés, voire relégués. Ce malaise du rapport au temps, a longtemps été le souci du Sud en particulier. À l'heure des technologies avancées et de la mondialité, le problème est devenu général. Nombreux sont les pays du Sud qui souffrent ou qui ont souffert des disjonctions et des déséquilibres qui sont générés par la modernité, un paradigme qui a souvent été imposé du dehors et d'en haut par une minorité au pouvoir. Si elle est vécue comme fondamentalement étrangère, c'est surtout qu'elle heurte de plein fouet les fondamentaux anthropologiques qui trament l'identité d'un peuple, elle met en crise la représentation religieuse du monde ou les questions de genre en particulier. De là qu'elle puisse être reçue comme hostile ou postcoloniale. C'est que le plus souvent, la mutation moderne n'y est pas entièrement métabolisée ou prolongée de manière générique, mais choisie à la carte par les pouvoirs en place et morcelée comme une marchandise qu'on importe et qu'on aménage à volonté. La technique est alors sollicitée au nom du progrès, du développement ou de la sécurité, mais pas la modernisation politique. Le processus de démocratisation est rejeté, comme si on pouvait ignorer la réverbération sociopolitique de ce saut quantique dans les esprits, et on se rapportera sur ce point qui est évidemment coextensif à l'occidentalisation, aussi bien à la colonisation qu'au kémalisme, à l'idéologie de Mustafa Kemal Atatürk, et à ses émules iraniens, les Pahlavis. Mais aussi, j'oubliais, l'URSS, c'est-à-dire finalement à des politiques qui sont tous autoritaires. Dès lors qu'elle est imposée d'autorité, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, la modernité produit une déchirure de la conscience de soi du peuple. Il est difficile alors de ne pas voir dans la montée en puissance des populistes et des régressions islamistes en particulier, un contre-coup quasiment mécanique des forçages dischroniques qui ont été antérieurement commis par les États et par les classes dirigeantes. Voilà pour le Sud. Alors, au Nord, c'est l'inverse. Au Nord, comme dans la Chine du capitalisme de parti, c'est le futur, au contraire, qui semble déjà là, qui est puissamment tracté par des technosciences d'une puissance sans précédent. L'Internet, l'intelligence artificielle, la robotique, les biotech, avec leurs emprunts au lexique de science-fiction et avec leur mythologie de toute puissance, les mutations anthropologiques transnationales, transsexuelles, écrasent l'ancien présent, ce présent que trame quotidiennement le junk time médiatique, mais que laisse encore l'histoire. Nous ne vivons pas seulement un temps pluriel, une époque à plusieurs vitesses, nous nous trouvons un peu partout, au nord comme au sud, et dans les rapports entre le nord et le sud, à un point de bascule où les temps s'entrechoquent, où l'être-là se skise, où les plaques tectoniques des épistémés et des usages percutent les uns contre les autres et parfois se fracassent. Si la mondialisation fait aujourd'hui massivement question
autrement, si vous voulez, que dans sa dimension économique, qui est évidemment la première. Si la modernisation fait question, c'est bien dans les disparités temporelles qu'elle manifeste d'une société à une autre, voire d'un segment social à un autre, et ceci puisque la dyschronie disjoint chaque bord, puisqu'il y a des poussées régressives au nord globalisé, comme on croise des fulgurances globalisées également au sud, dans des sociétés jeunes qui sont désireuses de brûler les étapes et de s'inscrire dans leur époque. Il reste que, lorsqu'on ne parvient pas à bricoler des passerelles entre les temps ou à produire un ordre du troisième type, lorsque les divergences sont exacerbées et que les lignes de fuite sont animées par le ressentiment, eh bien, on voit se multiplier les chimères et les impostures idéologiques, et comme le dit en substance Gramsci, dans le fossé qui se creuse, naissent les monstres. Alors, beaucoup de gens se demandent, enfin certains se demandent si la tech peut restaurer le principe espérance dans la cité, et ce, alors même qu'elle engendre des nouvelles formes de pouvoir et que le politique s'en trouve profondément bouleversé. Si l'on considère l'écart abyssal entre ces potentialités qui sont inouïes et les mentalités, les institutions et les juridictions, on a toutes les raisons d'en douter. Les cataclysmes qu'elles produisent en tous sens et dont on n'entrevoit que les prémices aujourd'hui ont pu être comparés dans leur radicalité disruptive à la révolution néolithique. À la différence des révolutions technologiques antérieures, les mutations qu'introduisent l'intelligence artificielle en particulier et ses affectations qui sont appelées à se généraliser et à concerner toutes les sphères des sociétés, eh bien, ces révolutions ont ceci de particulier que pour la première fois dans l'histoire de l'évolution, elles engagent directement l'esprit et le corps humain, elles concernent la nature humaine, elles investissent l'expérience humaine dans sa totalité ou presque, ce presque restant à définir. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'elles peuvent produire des œuvres esthétiques, des œuvres artistiques, et qui ne sont pas en deçà du niveau de ce que produit l'industrie culturelle. Avec la question climatique, c'est aujourd'hui le problème le plus sérieux que le Nord doit d'ores et déjà affronter, à savoir l'écart dyschronique entre le politique et ses avancées. A fortiori, lorsqu'on mesure d'un côté la vitesse à laquelle la technologie se développe sous la conduite des puissances d'aujourd'hui, les fameux GAFAM, et de l'autre, la tentation réactive de rétraction et de repli sur soi que font miroiter les populistes. Ce n'est pas un hasard si pour la première fois en France, comme aux États-Unis, on a récemment pu observer une légère décroissance démographique. Les questions environnementales ne suffisent pas à expliquer cette inflexion. L'incertitude politique générale, qui ne concerne pas uniquement la question de la technologie, joue assurément sa part. Il faut dire que les technologies, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, que les technologies, comme la technique en général, est par principe neutre a priori. Et pour s'en tenir à l'intelligence artificielle, il faut rappeler qu'un algorithme n'est qu'un ensemble d'opinions insérées dans un modèle mathématique. Un ensemble d'opinions insérées dans un modèle mathématique. La qualité des résultats obtenus reflète alors celle des données de départ et elle reflète la manière dont les programmes sont écrits. De nombreux travaux ont déjà prouvé que les systèmes automatisés ne manquent pas de reproduire les biais
qu'ils soient délibérés ou pas, de ceux qui les collectent, qui les sélectionnent ou qui utilisent les datas. Ils ne sont préservés ni de parti pris idéologiques et de préjugés, ni des effets déréalisants qui sont propres aux modélisations. L'intelligence artificielle amplifie et dissémine les problèmes préexistants et il faut y adjoindre ceux qu'elle véhicule elle-même. En effet, les algorithmes sont opaques. Qu'ils soient publiés, ce qui est très rarement le cas, ou qu'ils ne le soient pas, importe peu. En l'état, en effet, on ignore fondamentalement comment ils opèrent. Comment, dès lors, contrôler quoi que ce soit quand les experts eux-mêmes parlent de boîte noire et qu'ils ne savent donc pas comment ces systèmes fonctionnent. On ne sait pas non plus, et c'est également un problème important, ce que les entreprises comptent faire des datas qui sont très lucratifs et qu'elles recueillent pour elles-mêmes. L'opacité des moyens et des fins est donc généralement la règle. D'aucuns ont rapproché ce régime algorithmique de celui de l'encomienda, par quoi la couronne espagnole au XVIe siècle distribuait des terres aux Indes et donnait aux indigènes, juste aux indigènes qui étaient employés, juste protection par les armes et salut en l'au-delà par l'évangélisation. Les usagers d'Internet aujourd'hui n'ont pas la propriété des datas qui sont extraits de leurs traces et du travail qu'ils fournissent et qui seront revendus au prix fort. En échange, ils sont gratifiés d'un ciblage systématique de marketing et de publicité qui pousse évidemment à la consommation. C'est ce qui fait dire à Shoshana Zuboff que le capitalisme de surveillance auquel nous sommes tous soumis vit aujourd'hui son âge de conquête. La matière première n'y est autre que l'existence humaine, sous tout rapport, traduite en data comportementaux, et la marchandise la plus précieuse est l'attention. L'intelligence artificielle est avide de chiffres, puisque c'est ce qui justifie pour une large part son emploi. Plus exactement, ce sont les entreprises et les diverses polices qui le sont, de façon à calculer et à prévoir les conduites. Il s'agit donc pour elles de recueillir le plus possible de data dans leur diversité, dans leur variabilité et dans leurs détails granulaires. Au niveau de l'État, les projections temporelles vont donc se substituer de plus en plus à la gouvernementalité classique avec ses vieux schèmes spatiaux qui sont attachés à la maîtrise du territoire et à l'assujettissement des corps. Il s'agit donc d'apprivoiser le futur, alors qu'encore une fois, il y a un écart dischronique entre l'ordre sociopolitique et ce nouveau régime d'intelligibilité, cette datafication, appelée à devenir le nouveau paradigme du savoir-pouvoir, un savoir qui, tout en étant réservé à une minorité, n'a jamais impliqué autant de pouvoir. Tandis que les potentialités vertigineuses du big data se développent, et on le voit avec le Covid, elles n'ont jamais été aussi employées que récemment, les réglementations et les lois tardent à venir ou se montrent singulièrement conciliantes. Cette expansion a pour effet dévastateur d'augmenter le pouvoir des fameux GAFAM et des officines qui en font usage, et donc d'entraver la régulation de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies en général. On est bel et bien rentré dans l'ère du soupçon permanent, dans la ville dischronique, cette ville qui est devenue un territoire de chasse entre réel et virtuel, où les citoyens se laissent abuser par le brouillard algorithmique et se trouvent sans défense par rapport à des prédateurs à l'affût. Une cité où le nain démocratique, donc,
parvient mal à se jucher sur un système qui est à peine contrôlé. On ne saurait ignorer non plus les formes d'inégalité et d'exclusion que cela provoque, avec d'un côté une crispation populiste qui résulte à la fois de la séduction d'Internet et des réseaux sociaux et de la défiance de l'autre, du sentiment d'impuissance face à l'intelligence artificielle et aux technologies avancées. À l'autre bord, au contraire, on a un emballement chez les puissants pour qui les data représentent le nouveau pétrole. Puisqu'ils font marcher le système, qu'ils rapportent gros à ceux qui en font usage, qu'il s'agit d'extraire au maximum ces flux bruts, de les raffiner et de les canaliser, et de le faire de manière unilatérale, sans devoir en rendre compte à quiconque. Le capitalisme avancé, pour anarchique qu'il soit, s'est donc doté d'une puissance de frappe énorme, inouïe, à la conjonction de la numérisation, de la privatisation et des circulations transnationales qui configurent la mondialité. Il appartient aux citoyens de remettre en question cette inquisition soft, ce traçage et ce profilage invisible, silencieux, indolore, dont ils sont à la fois complices et captifs, jusque dans leur intimité même, puisque plus rien n'est sanctuarisé. Et je voudrais conclure en disant que la cité du XXIe siècle doit impérativement se prémunir contre ce double spectral et intensément agissant. Il lui faut penser cette ville virtuelle sauvage. Il lui faut réglementer ce cyberespace dynamique et fluctuant que reconfigurent continuellement et en tous sens les performativités. Il lui faut organiser ce territoire sans bornes et en expansion continue qui traverse les frontières et les lois. Les appétits les plus débridés s'y livrent, impunément ou presque, à des affrontements d'ordre économique, politique ou sécuritaire. Les populistes y propagent leurs mots d'ordre et leurs fake news, et des cyberguerres s'y déroulent déjà, sans mort, mais non sans risque de destruction massive. Les fondamentaux de l'état de droit, tels que la protection du domaine privé comme droit humain, la liberté et la souveraineté, se trouvent aujourd'hui menacés. C'est dire combien s'imposerait une refondation de la cité mondialisée. Et je suis désolée de finir sur une note aussi pessimiste. Nadia, la lucidité est toujours bienveillante. Merci. Elle ne tient pas des propos particulièrement réjouissants, mais tu nous ouvres les yeux sur un certain nombre de réalités avec une synthèse éclairante qui fait le lien avec la cité dans le sens de l'être ensemble. J'aurais eu simplement une question à te poser. Tu as évoqué la cité comme autogouvernement, cette capacité, cette isonomia, cette capacité d'une communauté à prendre en main son destin elle-même. Alors je te pose la question du devenir de cet autogouvernement à la veille de ce qui nous semble être une sorte de basculement vers non pas des monstres fugaces de Gramsci, parce qu'au moins eux, ils ne durent pas, mais vers des monstres appelés à durer, qui sont ceux des robots et des algorithmes. Et donc, ce basculement est aussi un basculement vers un autoritarisme, voire même des possibles tyrannies, desquelles il serait plus difficile de se défaire. Alors, je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être une question générale aussi qui traverse ton exposé, donc je ne sais pas si tu es à l'aise à l'idée d'y répondre, mais en tout cas, c'est ce que m'inspire le fait de t'avoir écouté. Écoute, si j'ai dit que j'étais désolée, c'est que fondamentalement, je suis pessimiste par rapport à ta question. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, alors même qu'on rencontre des questions massives, des questions difficiles et des questions fondamentales, on est particulièrement démunis en termes de projets politiques. Il n'y a pas aujourd'hui, il y a des petites
communauté. Il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure de manière très éloquente, et c'était vraiment clair, mais on n'arrive pas à voir, et pour le moment on est loin de pouvoir l'avoir, de projet général, de projet capable d'être universel. Et d'autant qu'à cette question s'ajoutent des questions également massives et difficiles, qui sont par exemple celles de la planète, toutes les questions environnementales. Donc c'est pour ça que je pense qu'on traverse un moment historique particulier, et qu'il faut être vigilant, et que vous, les architectes, vous êtes en première loge, puisque vous êtes concernés par la question de la cité. Xavier. Oui, merci du constat, mais malgré tout, on est tous local et terrestres, c'est-à-dire que face à ça, on a tous la capacité de fermer la radio, de fermer tous les appareils qu'on a cette capacité, il y a une éducation à ça, et toute l'écologie de l'attention qui amène les informations permet malgré tout de couper, de quitter. Il y a cette possibilité, et puis on est aussi terrestre au sens où, c'est un peu le vocabulaire de Bruno Latour, il y a cette globalité-là. Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout, à ces deux échelles-là, sans qu'il y ait un universalisme ou une sorte de logique un petit peu qui s'imposerait à tout le monde, il y a à la fois, depuis l'écologie, des réagencements locaux qui sont des particularités des milieux de vie qui sont tous différents, qui peuvent être réengagés aussi, et puis cette conscience globale de notre condition terrestre, parce que ça peut s'appeler anthropocène ou capitalocène, mais c'est malgré tout une aventure de notre planète. Donc on a aussi l'émergence de cette double conscience qui fait qu'il n'y a pas de réponse la même pour tout le monde, mais il y a des possibilités d'articuler ces échelles. Écoutez, je n'ai pas parlé de la question environnementale. C'est aussi un énorme sujet en soi. Donc, pour moi, c'est complémentaire avec ce que vous avez éventuellement dit tout à l'heure. À savoir que c'est vrai qu'il existe des ZAD, des expériences expérimentales, enfin des espaces comme ça un peu particuliers, où il y a des choses qui se passent. Néanmoins, pour ma génération, qui a été habituée à présenter le politique d'une manière, disons, plus générale, plus universalisable, plus ambitieuse, et qui a cru dans la possibilité du politique, aujourd'hui, on est confronté à un échec. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Et vous parlez d'un enracinement terrestre et de la possibilité de couper. Mais ceux qui se coupent également, sont obligés de vivre une forme de marginalité. C'est-à-dire que se couper du système aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Dès lors que vous avez accès à Internet, vous êtes tracé. Donc d'emblée, les dés sont pipés. Ou alors il faut faire comme les Amish. Et ça, c'est vraiment pas un projet. Non, mais je pensais le faire 1 heure par jour, le faire comme une sorte d'hygiène mentale. Vous pouvez le faire. Ne pas tomber dans le fil à la patte. Non, mais il y a 10 000 façons d'avoir des hygiènes 1 heure par jour à l'échelle individuelle. Au niveau subjectif, il y a bien des raisons. Il y a des gens qui font du yoga et qui l'évitent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas la question. Les étudiants, Galan, des questions. Vous avez parlé brièvement un petit peu d'intelligence artificielle. Oui. Et je pense que c'est un des cas les plus intéressants quand on aborde la technique, la technique qui évolue, les nouvelles technologies, puisque c'est celle qui fait le plus peur par rapport à l'intellect humain, par rapport à ce que vous avez abordé rapidement, la boîte noire, où on ne comprendrait plus la technique. Alors qu'on était on pensait qu'on avançait ensemble et que, par exemple, le rapport à l'architecture et la technique qui se répondraient presque en antagonisme ou main dans la main, ça dépend comment on voit les choses. Mais justement, l'intelligence artificielle, on se rend compte aujourd'hui que pour dépasser la boîte noire, les nouvelles versions des intelligences artificielles aujourd'hui ne sont plus entraînées par des humains,
qui ne les comprennent plus, mais entraînés par les versions d'avant des autres intelligences artificielles. Et donc c'est la technique qui s'enseigne elle-même pour progresser. Absolument. C'est ce qu'on appelle le data mining, Oui, en particulier. Ou alors il y a le concept de synchronicité. Oui, c'est ça. La technologie. C'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, j'ai pas mal raisonné avec le concept de geste léger qui a été abordé avant, qui est trop sous-estimé, je pense, parce que justement, la technique qui s'apprend à elle-même n'est donc plus nous. En fait, on n'est plus lié à ça. Non, mais ce que je pense, c'est qu'il faut faire des lois. Il faut que le politique, qui est déjà soumis à l'économique, comme ça a été dit, reprenne le dessus. Et il n'y a pas de raison qu'au niveau de l'Europe, peut-être qu'avec Biden, on ne sait pas, mais enfin, au niveau de l'Europe, il n'y ait pas des lois qui demandent aux GAFAM, puisqu'il s'agit quand même d'eux essentiellement, on peut les nommer, ce sont des puissances aujourd'hui, qui intimident les États, qui sont reçus avec tapis rouge, etc., y compris par Macron. On ne comprend pas pourquoi l'Europe devrait et pourrait faire des lois. Ça demande du courage politique et ça demande aussi une connaissance un peu fine de ces questions. Et le rapport Villani, par exemple, est très décevant sur ces questions-là. Ce qui me surprend, moi, c'est que, par exemple, c'est des thèmes qui sont abordés un peu partout, en tout cas dans les pays anglo-saxons, et beaucoup moins en France, alors qu'ils sont vraiment pressants, et que la France est un pays qui est fondamentalement un pays politique, politisé en tout cas. Les lois existent aux États-Unis, c'est les lois antitrust. Alors on a évoqué la possibilité de les appliquer dans la campagne électorale. Oui. Puis, ça commence aujourd'hui. Ça commence. Les autres, c'est condamné. Les autres, c'est Ça commence. Mais c'est très tard. Parce que ce qui s'est passé avec le Covid là, pendant 1 an, c'est que là, avec le télétravail et avec l'intelligence artificielle, ça s'est développé d'une manière exponentielle. L'accélération. Il y a eu un coup d'accélération. Et donc, moi je pense que c'est une question citoyenne dont tout le monde devrait se saisir. Et on verra le résultat, effectivement. Mais il y a eu un scandale européen au niveau de Facebook. On a Par exemple. moyennant une amende d'1 million d'euros Voilà. contre M. Zuckerberg. Voilà. En redémarrant Facebook sous une nouvelle version où là, c'est la libre circulation des datas de 4 milliards d'individus. C'est un énorme supermarché de data. En tout cas, pour moi, c'est avec la question écologique, la question la plus importante de notre temps. Mais je me permets de soumettre à vos réflexions. Est-ce qu'on ne se trompe pas aussi un peu d'ennemis? C'est-à-dire qu'une amie récemment me racontait au téléphone qu'à un dîner, un des autres s'est fait mal avec sa maman lui a cogné le pied avec la chaise. Ça a fait du bruit, il a dit aïe, etc. Mon amie avait une Apple Watch. Ah oui, j'ai pas compris. Elle avait la Apple Watch. La montre Apple Elle a Watch. reçu immédiatement un message. Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que vous allez bien? Il fallait 2 fois confirmer je vais bien, je suis sûr que je vais bien, etc. Et alors, on a eu une petite discussion comme ça, et elle me dit, tu sais, maintenant tout le monde a installé des micros malgré lui, etc. Plus ou moins malgré lui, la télécommande de la télévision maintenant est devenue un micro, l'imprimante est devenue... Et il y a Les objets connectés. Est-ce que aussi chez les gens, les citoyens, les individus, Ouais. il n'y a pas aussi un désir et que ça les rassure de se sentir écoutés? Ils se disent, j'ai rien à cacher, je fraude personne, etc. Ça me rassure si jamais quelqu'un m'agresse, je sais pas quoi, je vais crier et puis quelqu'un va réagir ou je sais pas quoi, la solitude des gens, etc. Je me demande aussi s'il n'y a pas, à la façon de la Boétie ou de Tocqueville, un désir de surveillance et que ce n'est pas que les bourreaux, mais aussi les citoyens qui sont les artisans de ce système. Mais c'est bien le problème, puisque aujourd'hui, la question d'Internet est posée. Je veux dire, c'est fondamental, on ne peut plus s'en passer. Les réseaux sociaux
dont les politiques sont les premiers à pâtir, hein, puisque aujourd'hui la politique est totalement confrontée à cette question. Eh bien, on est confronté à... C'est pour ça que c'est compliqué. C'est un piège aussi. Oui. Ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un désir, une fascination, et même les partis politiques, les écologistes, qui le disent après tout, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer pour contacter nos militants, on ne peut pas s'en passer pour diffuser l'information, on ne peut pas... Voilà. Donc il est clair qu'on ne va pas revenir à une période antérieure. Mais c'est pour ça qu'il faut construire une citoyenneté. C'est à chacun. C'est la question de la citoyenneté qui est posée. En tout cas, merci de nous avoir rappelé que le thème de ce colloque n'existe pas. La cité au XXIe siècle. Mais ce colloque existe pourtant. Olivier. Je voulais juste dire que la question ne se résume pas à la discussion entre le citoyen. Moi, je pense que les gens ont du mal à résister. Ils ne veulent pas se faire surveiller. Mais c'est pratique d'avoir un truc qui répond quand tu lui parles. En revanche, je pense que le rôle du politique, dans ce face-à-face entre les GAFAM et les citoyens que vous avez décrits, il manque le gouvernement. Et en ce moment, la menace, c'est la militarisation de la police, les drones, la loi sur la sécurité. Ah oui, merci. C'est une bonne question. En effet. C'est du dur, quoi. C'est ce que, à un moment, je l'ai esquissé quand j'ai parlé de politique prédictive. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un maximum de mairies et de cités qui s'équipent en politique prédictive. C'est-à-dire que ça va très loin. On préfigure une agression, on suppose virtuellement qu'elle peut avoir lieu, et cela amène à une surveillance particulière de certains quartiers, par exemple. Pour désamorcer la violence. Voilà. Et récemment, le ministre de l'Intérieur, c'est ce ministre qui est quand même très spécial, très particulier. Enfin, on n'avait jamais vu un ministre pas seulement manifester avec des flics, mais en plus vouloir porter en justice, attaquer en justice une socialiste, enfin une députée. C'est quand même très spécial ce qu'on vit. Lui, la seule manière dont on a parlé d'intelligence artificielle, c'est à l'occasion de la surveillance des algorithmes. Il a introduit la notion, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, l'intelligence artificielle, les algorithmes, ça va être la police. Ben, je suis désolée, c'est beaucoup plus compliqué que tout ça. Oui. Bon. Bien. Ben, je vous remercie. Merci, Nadia.